cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Lundi 24 mars 2025, chers internautes, nous sommes sur ESAE Télévision et c'est l'heure de votre émission Le Monde en 52 minutes. Nous allons décrypter l'actualité internationale. Nous irons au Togo, en Israël, aux États-Unis et nous allons terminer par le Japon, la Corée et la Chine. Pour en parler, l'analyste géopolitique Martial à côté est avec moi cet après-midi. Bonsoir Martial. Bonsoir Tatiana et bonsoir à nos éditeurs. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, nous démarrons par le Togo, extrême nord du pays, une avancée des djihadistes, une avancée des groupes djihadistes. Alors, on la croyait mieux lotie que toutes les autres régions et tous les autres pays de l'espace CEDEAO et de l'UEMOA, mais la situation sécuritaire du côté du Togo est aussi à risque. Oui, bien sûr, la situation sécuritaire du côté du Togo est bien sûr à risque depuis quelque temps déjà, parce que les attaques au niveau du Bénin, au nord du Bénin, du Togo, a commencé presque au même moment à partir de 2021-2022. Dit que le Togo est bien loti pour faire face à cette crise sécuritaire, je ne pense pas, parce qu'il faut de la collaboration. Le Bénin même a du mal à arriver. Nous avons le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui peinent toujours à résoudre cette problématique du terrorisme à leurs frontières. Et le Togo, bien sûr, est dans la logique de lutter également contre le terrorisme, parce que nous avons vu la collaboration avec l'Alliance des États du Sahel. Il y a eu des partenariats qui ont été conclus, non seulement dans l'aspect économique, des échanges économiques entre ces États, mais l'aspect sécuritaire également, puisque le Togo s'est rendu compte que la dynamique impulsée par l'AES pour ce qui est de l'approche de la crise sécuritaire est dans son avantage. C'est bien de s'entendre avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans cette lutte. Donc c'est tout à fait normal que aujourd'hui, bien que les résultats ne sont pas encore ce que l'on attend, que le Togo fasse l'objet d'attaques terroristes, mais je pense que des mesures sont en train d'être prises pour résoudre cette crise. Alors pourquoi est-ce que la Fondation Konrad Adenauer, puisque c'est elle qui a rendu public le rapport, a fait le choix de publier ce rapport maintenant? A fait le choix de publier ce rapport maintenant parce que vous devez savoir que depuis quelque temps, le Togo s'est retrouvé dans une situation politique à partir du changement du régime. Et puis, il y a eu des situations politiques qui se sont déroulées, qui ont occupé suffisamment l'actualité internationale. En ce moment, les terroristes n'attendaient pas. Il y a bien sûr le travail des terroristes qui avançait, les attaques qui continuaient. Et pour publier ce genre de rapport, il faut faire suffisamment de recherches, d'analyse de situation pour bien maîtriser ce qui se passe sur le terrain. Alors, la Fondation Adenauer décide de publier ce rapport maintenant parce qu'on semble observer une certaine accalmie au niveau du Togo pour ce qui est de la question politique. Et donc, c'est le moment d'adresser les principales questions de sécurité. Et puis, ce rapport est déjà le
le point de départ du traitement de la question sécuritaire. Donc, je pense que c'est le moment le plus opportun pour publier ce rapport et attirer l'attention du Togo et bien sûr des autres États qui luttent contre le terrorisme. Nous avons constaté la réaction du Mali, du Niger, qui se sont retirés de la CEDEAO sous prétexte que la CEDEAO n'a pas proposé des mesures assez efficaces par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et puis, nous avons constaté la dénonciation de plusieurs accords militaires de lutte contre le terrorisme. Récemment, le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont également affirmé leur retrait de l'OIF, de la francophonie. Et donc, toutes ces mesures qui sont en train d'être prises par les dirigeants de l'AES permet à la fondation Adenauer, qui doit être certainement d'origine allemande, voilà, justement de publier le rapport et d'attirer l'attention sur la question sécurité qui est prioritaire en dehors de toutes les divergences politiques qu'il peut y avoir. Alors justement, selon vous, l'analyste géopolitique que vous êtes, quelles sont les raisons qui motivent aujourd'hui ces groupes djihadistes à migrer vers des pays côtiers tels que le Togo? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette situation. Premièrement, c'est le changement de paradigme par rapport à la lutte armée menée contre ces groupes terroristes. Les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont davantage dotés aujourd'hui de moyens militaires en mesure de causer assez de dommages aux groupes terroristes, aux terroristes. Donc il y a cette convergence d'efforts de ces trois pays qui ont décidé une fois de se mettre ensemble et de mener la lutte de façon conjointe contre les terroristes. Alors si le Mali, le Burkina Faso et le Niger orientent cette lutte avec la puissance de feu que l'on a pu observer maintenant, il est normal que les terroristes puissent sortir de leur nid et trouver d'autres régions, d'autres zones où se réfugier. Et dans cette migration des terroristes dans la zone, nous avons constaté également que le Bénin est de plus en plus attaqué. Donc, il y a d'abord cet élément du paradigme militaire qui a changé dans la zone, bien sûr. Et il y a également cette dissension de l'approche de la lutte contre le terrorisme. Nous avons la CEDEAO qui est pratiquement en pause de la question. Nous avons l'AES qui donne beaucoup plus d'énergie à la lutte contre le terrorisme. Nous avons de l'autre côté les pays comme le Togo qui observent d'une manière ce qui se fait. Donc puisqu'il n'y a plus un ensemble, un bloc assez soudé, fort face au terrorisme et qu'il y a quand même un clan qui mène des opérations assez offensives à l'endroit de ces terroristes, il est devenu évident que les terroristes puissent rechercher de nouveaux nids où s'implanter et continuer la lutte, bien sûr. Et il ne faut pas exclure le fait aussi que la France perd davantage pied dans la région, et puis les accusations selon lesquelles la France soutiendrait des groupes terroristes n'est pas à remettre complètement en cause. Donc il y a également cette manière de voir la chose qui nous permet d'affirmer aujourd'hui clairement qu'il y a un certain nombre de raisons qui expliquent ces attaques de plus en plus poussées vers des États qui n'étaient pas attaqués, ce qui sollicite à partir de maintenant l'attention des acteurs sur le fait que le mal terroriste, quand ça se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, tout le monde doit se sentir concerné. Sinon, ça commence à migrer et nous avons déjà les preuves devant nous. Alors, vous faites bien de parler d'attaque, selon le rapport de la fondation Konrad Adenauer. La première attaque, le Togo a connu sa première attaque en mai 2022. Mais le rapport relève quant à lui qu'aujourd'hui, les attaques ne se comptent plus en mois, mais plutôt en semaines. Alors, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le Togo ne tend pas la main à ses voisins comme le Bénin, le Ghana, par exemple? Vous savez, le Ghana a déjà pris l'initiative d'Accra dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui n'a pas été efficace. Qui n'a pas été fructueuse. Voilà, qui n'a pas été efficace et que le Mali et le Burkina Faso ont dénoncé. Le Togo également, observant cette dynamique,
pense que l'initiative d'Accra n'est plus vraiment porteuse, viable. Donc, pourquoi alors continuer dans cette logique? Par contre, il y a la possibilité d'entretenir de relations bilatérales de lutte contre le terrorisme. Mais à ce qu'il paraît, les relations entre le Togo et le nouveau président ghanéen ne se sont pas encore assez hissées au niveau que l'on puisse commencer à parler de ces questions de lutte sécuritaire. Pour ce qui est du Bénin, vous savez, le Bénin et le Togo, dans le cadre de tout ce qui s'est passé au Niger, n'ont pas encore relâché l'énergie. Il y a toujours cette méfiance vis-à-vis du Togo, pour ce qui est du gouvernement béninois, bien sûr, parce que les gens estiment que le Togo, d'une manière ou d'une autre, a profité de la situation du Bénin, mais ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Je suis sûr que le Bénin a mesuré très bien sa position par rapport à la question, et le Togo aussi, bien sûr. Donc, tout cela fait que les acteurs ne sont pas aujourd'hui assez unanimes, d'abord sur la stratégie à adopter face à la lutte contre le terrorisme. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont une autre approche. La CEDEAO est en train... Qui n'est pas forcément la bonne aussi, hein? Oui, qui n'est pas forcément la bonne au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO est en train de se chercher actuellement, hein, de se réinventer sur la béquille. Donc, la question de réorganisation, de l'organisation même, et ensuite la question sécuritaire n'est pas encore fortement à l'ordre du jour. Et puis, nous avons les autres pays qui se font de plus en plus attaquer. Alors, pour sortir de ce sujet, ce rapport nous démontre une fois aujourd'hui qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, aucun pays n'est à l'abri des mouvements terroristes, encore moins le Togo. Oui, bien sûr. Parce que certains disaient que non, le Togo est à l'abri, parce qu'on n'entendait pas aussi des attaques comme c'est le cas depuis quelques semaines, depuis quelques mois au niveau du Bénin. C'était tellement silencieux au Togo que certains croyaient que le Togo était à l'abri. Mais grâce à ce rapport, maintenant, on découvre que non. Oh, le Togo, est-ce qu'il faut dire que le Togo était vraiment à l'abri? Le Bénin aussi, jusqu'à un passé récent, on disait que le Bénin était à l'abri. Et je pense que c'est le cas pour le Togo également. Être à l'abri du terrorisme, je pense qu'aucun État n'est à l'abri du terrorisme. Même les grandes puissances, jusqu'à aujourd'hui, continuent de subir des attaques terroristes. Les attentats récents du Crocus City Hall en Russie, regardez la Russie avec toute cette puissance de feu, le renseignement et tout cela, les terroristes ont pu faire assez de victimes. Même aux États-Unis, on ne manque pas d'observer ces mouvements, en fait, les actions terroristes par endroits. Et le Togo, bien sûr, dans l'Afrique de l'Ouest, ainsi que tous les pays sont menacés par ce mal. Personne n'est à l'abri, définitivement pas. Pour que l'on puisse parler du fait qu'un État soit à l'abri du terrorisme, il faudra éradiquer ce mal-là complètement. Et l'éradication de ce mal, ça ne passe pas par l'action militaire comme on l'a cru jusqu'à maintenant. Ça passe par un ensemble d'éléments, la question de l'éducation, la prise en compte, surtout en Afrique, de l'éducation, des questions économiques, puisque les terroristes sont recrutés ou dans nos pays même pour nous combattre. Donc, c'est un ensemble d'approches qu'il faut prendre en compte pour lutter contre le terrorisme. Et une fois que cela n'est pas fait, que les efforts ne sont pas soudés comme cela se doit, aucun pays ne peut se vanter du fait d'être à l'abri de ce mal. Alors, éradiquer, c'est le souhait du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou par rapport au mouvement islamiste Hamas, ce qui a d'ailleurs conduit au limogeage du chef du Shin Bet. Une grève générale est annoncée par l'opposition contre Benjamin Netanyahou. Le limogeage du chef du Shin Bet, Netanyahou veut encore défier la justice. Oui, quand vous dites que Netanyahou veut encore défier la justice, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y avait déjà une procédure en 2023 à l'encontre, une loi très controversée à l'encontre de la justice qui a sollicité beaucoup de remous à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, l'on peut s'attendre à ce que ce genre de situation ait lieu parce que le conflit à Gaza est en train de justement
tendre vers la fin, bien que il y a toujours des attaques qui se poursuivent. Et puis, c'est le moment de rendre compte de tout ce qui est tout ce qui s'est passé de 7 octobre jusque-là. Et voilà, jusque-là. Il y a quand même aussi l'avant 7 octobre, hein, parce que... Oui, justement, l'avant 7 octobre, parce que ça n'a pas été prévenu, donc la situation a eu lieu. Donc, tout ce qui s'est passé, les mesures, tout ça, il doit y avoir une enquête dessus. Et donc, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, aujourd'hui, se retrouve dans une situation où il est censé se protéger et protéger son gouvernement par rapport aux enquêtes qui seront bien sûr ouvertes. Et puis, il y a déjà des enquêtes qui ont commencé et que le chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d'Israël, commence déjà à mettre l'accent sur un certain nombre de choses. L'enquête contre le ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, et d'autres formes de déclarations qui amènent naturellement le Premier ministre Benjamin Netanyahu à penser à ce limogeage. Maintenant, il faut observer si cela entre dans les règles de l'art. Ça, c'est toute une autre question. Alors justement, que cache ce limogeage de Rodney Barth et pourquoi Netanyahou il tient tant? Il tient vraiment à ce limogeage. On veut comprendre. Oui, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Premièrement, le Premier ministre, le chef du Shin Bet, dès son arrivée, je pense en 2021, a été quelqu'un d'assez objectif dans ses prises de position. Il n'a pas toujours été dans la ligne suivie par la coalition formée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a même à des moments donnés dénoncé le terrorisme juif qui est à l'origine même du terrorisme palestinien. Et donc, depuis ce moment, il y a ce clivage-là qui s'observe entre le chef du Shin Bet et le Premier ministre Benjamin Netanyahu. En dehors de cette question, il y a bien sûr aussi le fait que le Premier ministre estime que l'enquête qui a été ouverte à l'endroit de Itamar Ben-Gvir, qui est le ministre de la Sécurité nationale, devrait avoir son approbation. Et dans les règles, normalement, évidemment, il doit y avoir l'avis du Premier ministre avant de mener cette enquête. Mais la question ne se situe pas là. Ce qu'on sait, c'est que Ben-Gvir a été réintégré dans le gouvernement après avoir démissionné quelques mois plus tôt. Alors, on se demande quel a été le prix que Benjamin Netanyahu a payé. Voilà, a payé. C'est quoi le deal? Voilà, c'était quoi le deal pour que le Premier ministre revienne. Et puis, nous l'avons, je pense qu'aujourd'hui même, il avait déjà déclaré que la raison fondamentale, c'est parce que une enquête a été dirigée contre le ministre de la Sécurité nationale. Et c'est ce qui, sans son avis, bien sûr, c'est ce qui justifie le fait qu'il a perdu confiance dans le chef du Shin Bet. Donc, il y a cette raison, il y a ces deux raisons-là que l'on observe déjà. Et le fait que des enquêtes ont été ouvertes, le Shin Bet a ouvert des enquêtes sur ce qu'on a appelé le Qatar Gate. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Hein. Alors, justement, la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, il est prêt à faire face à cette nouvelle crise? Parce que quoi qu'on dise, c'est une autre crise qu'il va devoir gérer à l'interne. Parce qu'en attendant la décision de la Cour suprême, le limogeage n'est pas encore acté, on attend la décision de la Cour suprême. Alors, est-ce qu'il est prêt à gérer donc cette nouvelle crise au sein de l'État hébreu? Une fois que cette crise lui permet de se sortir d'affaire pour ce qui est des enquêtes concernant le 7 octobre, pourquoi pas? On a observé Benjamin Netanyahu très souvent dans ce genre de comportement. Et la crise, elle serait institutionnelle, bien sûr, et une crise interne liée à son gouvernement. Institutionnelle parce que la justice a déjà suspendu cette décision, mais Benjamin Netanyahu veut aller au-delà de cette décision de la justice. Et puis, il y a cette loi qui a été adoptée, cette réforme controversée de la justice qui a été adoptée. Qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Hein? Et qui lui donne la possibilité d'aller au-delà de l'avis de cette Cour suprême. Parce que l'élément fondamental de la réforme judiciaire, c'était de retirer
à la Cour suprême, à la justice, la possibilité d'arrêter ou de suspendre certaines décisions du gouvernement jugées non pertinentes ou déraisonnables. Et donc, une fois que la loi a été adoptée et qu'à partir de ce moment, la Cour suprême n'a plus ce moyen de force de contraindre le gouvernement à abandonner une décision, je pense que Benyamin Netanyahou va aller au-delà de cela. Et il y a quelque chose qui permet également cette situation, c'est la configuration du système politique israélien. Nous sommes dans un régime parlementaire dans très une puissant, hein. Voilà, puissant et ce qu'on appelle monocaméral pour dire que c'est une assemblée qui n'est pas à deux chambres, un peu comme la Chambre des représentants et le Sénat. Et donc, l'institution qui joue le rôle de contre-pouvoir que jouerait le Sénat, c'est la Cour suprême, c'est la justice qui s'en en charge. Et si à partir de cette loi, de cette réforme qui dépouille la Cour suprême de cette force de contre-pouvoir, on se retrouve dans une mesure, dans une situation où le gouvernement n'aurait pas de limite dans la prise de ces décisions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, l'autre question que j'évoquais, c'est la crise, bien sûr, à l'interne. Cette crise à l'interne va se manifester, est-ce qu'on commence par se manifester déjà au niveau des partis politiques d'opposition qui manifestent suffisamment à l'endroit mais justement, à ce niveau, est-ce que l'appel de l'opposition sera entendu? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition israélienne est suffisamment forte pour faire face à Benyamin Netanyahou? Vous savez, lors de la réforme contestée, de la réforme judiciaire contestée, l'opposition a réussi à mobiliser suffisamment la population. C'était les premières fois qu'on a pu observer ce genre de mouvement de contestation populaire, bien sûr, à l'endroit, voilà, en Israël, à l'endroit du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Et donc, dire que cela ne serait pas faisable maintenant, je pense que c'est aller très vite en besoin. Je pense que la population israélienne même doit se rendre compte du fait que c'est la continuité de la réforme judiciaire qui s'étend jusque-là. Mais puisqu'ils ont manifesté qu'il n'y a pas eu ils n'ont pas eu gain de cause et que la situation se poursuit. Ils vont forcément profiter de cette occasion. Justement, si l'opposition s'organise suffisamment et arrive à mobiliser la population à l'endroit du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Maintenant, la question est de savoir est-ce que cela va l'amener à changer de position, et c'est là que nous doutons fort que cela puisse arriver parce qu'il est décidé de le faire et je ne pense pas qu'actuellement, compte tenu de la crise aussi qui se poursuit à Gaza, de pouvoir régler définitivement cette question. Donc, il va profiter de la situation à Gaza toujours et en dehors des questions judiciaires qui sont adressées à l'endroit de Benyamin Netanyahou et de certains de ses membres également. Donc, c'est un ensemble de situations qui permet à Benyamin Netanyahou de s'en sortir pour le moment. Alors justement, parlant de s'en sortir, vu les tournures que prennent les événements du côté d'Israël, est-ce que Benyamin Netanyahou dispose-t-il encore d'une grande marge de manœuvre pour rester à la tête de cet État? Les populations qui réclament, les populations qui ont besoin que les otages soient libérés. Donc, tout ça là, est-ce que tout ce vent-là peut l'emporter? C'est toute une pression, c'est une pression énorme venant de tous les côtés pour Benyamin Netanyahou. Et puis, il essaie de lutter contre ce grand vent. Et ça passe bien sûr par ce qu'il a déjà commencé, le limogeage du chef du Shin Bet et la réintégration du premier ministre, du ministre plutôt de l'extrême droite qui a été réintégré après sa démission. Donc, je pense qu'il est en train de jouer déjà les cartes avec l'extrême droite pour qui n'est pas forcément d'accord avec lui. Non, qui n'est pas forcément d'accord. Aujourd'hui, il faut sauver les meubles. Donc, oui, il vaut mieux pactiser avec un diable qu'on connaît que... Donc, je pense que c'est dans cette logique que s'inscrit Benyamin Netanyahou, puisque la manière dont le ministre Itamar Ben-Gvir a démissionné, on ne pourrait pas croire que de sitôt celui-ci puisse rejoindre encore
le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et puis, il y a d'autres ministres d'extrême droite parce que sa coalition est suffisamment menacée. Et donc, pourquoi ne pas céder sur certains points à l'endroit de l'extrême droite pour pouvoir se maintenir et supporter tout ce vent. C'est pas une première fois. Benjamin Netanyahou a déjà survécu à beaucoup de situations de ce genre. Les jours à venir, on aurait droit à une élection anticipée du côté d'Israël. C'est pas le fort de Netanyahou quand même. Hein? Oui, je suis. Il n'est pas l'homme qui anticipe. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point. Mais ce qui doit régler la situation définitivement et nous permettre de savoir si Benjamin Netanyahou peut tenir ou pas, c'est bien la question de l'enquête. La question de l'enquête concernant sa personne lui-même et la gestion de la crise du 7 octobre, si ces deux enquêtes sont menées à bien en toute objectivité et arrivent à situer les responsabilités comme cela se doit, évidemment, Benjamin Netanyahou sera appelé à démissionner ou à quitter la tête du gouvernement israélien. Et je pense que c'est ce jeu qui se joue actuellement et cela explique même le fait qu'il est en train de vouloir poursuivre cette guerre à Gaza coûte que coûte. Donc, c'est un ensemble de situations que l'on peut comprendre venant bien sûr de la part de Benjamin Netanyahou. Alors, le Qatar Gate, pour les médias, c'est le mobile qui a conduit au limogeage du chef du Shin Bet. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que cette affaire de Qatar Gate également ne peut pas être quand même à l'origine des hésitations qu'on a observées avant le 7 octobre et même le jour de l'attaque du 7 octobre, on a tous suivi des reportages, des témoignages où certains militaires ont appelé durant des heures et ils n'ont pas eu de renfort. Oui, c'est une situation. Je ne pourrais pas affirmer clairement ici que cela a à voir avec ce qui s'est passé le 7 octobre, mais cela a contribué quand même aux préoccupations majeures qui intéressaient Israël un peu avant le 7 octobre. Il y avait justement la question de la réforme judiciaire et bien sûr les enquêtes ouvertes à l'endroit de Benjamin Netanyahou dont il devrait... Cette réforme qui a endormi tout le pays, hein? Oui, c'était une réforme, est-ce que je dirais endormi tout le pays, mais a détourné suffisamment l'attention du pays à l'endroit de ce que le Hamas préparait déjà. Donc, il y a eu cette situation qui a sollicité la concentration, bien sûr, du gouvernement israélien et de la population qui se retrouvait dans ce genre de situation. Et donc, il fallait forcément sauver les meutes. Benjamin Netanyahou est connu pour passer, quoi qu'il arrive, hein, il veut résister à tout et il veut être l'homme de la situation, bien sûr. Donc, je pense qu'il est tout à fait normal que cette situation du Qatar Gate ait sollicité suffisamment son attention et en plus de la question judiciaire pour qu'il ne puisse pas prêter attention à ce qui se passait du côté de Gaza. Mais tout ça, pour être sûr, pour être convaincu, c'est de voir les conclusions des enquêtes qui seront menées. Alors, le Premier ministre israélien est en train de faire le ménage du printemps. Il y a le limogeage du chef du Shin Bet. Il y a également le limogeage de la procureure de l'État. Oui, et bien avant cela, la démission du ministre de la Défense de l'époque. Donc, je pense qu'il est en train de préparer, d'arranger le terrain pour se protéger vis-à-vis d'éventuelles enquêtes dans le cadre du 7 octobre. Parce que le Premier ministre, je ne parle pas le Premier ministre, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui avait démissionné pour des raisons de la gestion de la guerre qui ne lui convenait plus comme cela se doit. Et puis, on a pu entendre dans les coulisses que Benjamin Netanyahou avait décidé d'aller d'une manière qui ne confortait pas à sa manière à lui. Voilà, à sa manière à lui. Et le ministre de la Défense, lui étant quelqu'un qui maîtrise le terrain, ne voudrant pas se rendre responsable de ce qui va se passer par la suite, a décidé de se retirer. Si l'on arrive à voir que le ministre de la Défense
se retire du gouvernement, le ministre de la Sécurité intérieure se retire du gouvernement, la procureure qui est censée veiller aux enquêtes comme cela se doit, se retire de toute cette affaire et en dehors de tout. La question va se poser de savoir pourquoi l'enquête encore si ces personnes ne sont pas censées, les personnes censées être les cibles même de l'enquête, si ces personnes ne sont plus au poste qu'elles doivent être, alors pourquoi mener cette enquête? Sera peut-être une carte que Benjamin Netanyahou est en train de préparer certainement, mais la question est de savoir si cela va marcher réellement, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre est assez énorme pour que l'on puisse s'empêcher de faire des enquêtes, quoi qu'il arrive, ou peu importe les changements qu'il peut y avoir au sein du régime. Quittons le bras de fer israélien pour nous retrouver du côté de l'oncle Sam, où également il y a un bras de fer entre le juge fédéral James Boasberg et Donald Trump. Le juge fédéral s'oppose à Donald Trump concernant l'expulsion des migrants. Oui, bien sûr, et c'est quelque chose c'est un juge qui est assez connu aux États-Unis, pratiquement 30 ans de carrière dans la justice et qui a été homologué très souvent par que ce soit des républicains ou les démocrates. Donc c'est quelqu'un qui est assez objectif par rapport à la position qu'il prend à l'endroit de cette expulsion de Donald Trump. Je pense que Donald Trump, ce qui a sollicité davantage l'attention, c'est le fait que la loi sur laquelle Donald Trump a été basé, bien sûr, pour expulser ses ressortissants, n'est pas... c'est une loi qui est censée être utilisée en temps de guerre. Je n'ai pas étudié fondamentalement la loi, mais les 3 fois où cette loi a été utilisée, c'est pendant des guerres, en 1820, la guerre anglo-américaine, pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand nous observons ce genre de situation, nous comprenons que, objectivement, que Donald Trump ne pourrait pas se baser sur cet élément pour expulser des migrants, bien sûr, et bien sûr que la loi donne lieu à plusieurs interprétations et celui qui est bien placé pour interpréter la loi et dire ce que la loi représente, c'est bien sûr les juges. Maintenant, on peut comprendre également la position de Donald Trump parce qu'il a traité ces personnes... Avant de comprendre, la position de Donald Trump, moi, la question que je vais vous poser est celle-ci. Est-ce que le juge qui décide aujourd'hui de mettre les choses à nu, d'affronter Donald Trump, disons-le comme ça, est-ce qu'il a assez de coups de franges? Il ne s'agit pas d'avoir assez de coups de force, mais c'est quelqu'un qui jouit d'une certaine notoriété au sein de ses pairs et au sein même des partis politiques, hein, que ce soit les républicains et les démocrates. Il faut noter que sous la présidence Barack Obama, il a été... sa proposition pour être juge fédéral a été validée par tout le Sénat. Hein. Tout le Sénat a donné son avis par rapport, en fait, a été favorable à son positionnement en tant que juge fédéral. Donc, il y a cette notoriété qui amène à prendre au sérieux la question du juge qui interprète le fait que ces personnes ne pourraient pas être déplacées, ne pourraient pas être renvoyées dans un pays quelconque sous le couvert de la loi qui a évoqué la loi de 1798 sur les étrangers, la sédition, je pense. Et donc, la raison pour Donald Trump de vouloir faire cela peut être compris dans le sens où il traite ces personnes de terroristes. Et il y a l'autre concept des États-Unis, la guerre contre le terrorisme. Donc les États-Unis se retrouvent permanemment en guerre contre le terrorisme. Alors si de ce point de vue, on veut interpréter la loi en disant que c'est une loi qui se retrouve en situation en fait, c'est une loi qui s'inscrit dans une situation de guerre, ça se comprend bien sûr, parce que c'est une autre forme de guerre, mais cela ne demeure pas moins que c'est une guerre. Et Donald Trump a cette justification. Je pense que c'est cette justification qui lui permet, avance, hein. Voilà, qu'il avance. Maintenant, c'est au juge d'en décider. De décider convenablement. Alors, justement, nous savons qu'il est la cible
d'un camp des républicains. C'est pas tous les républicains qui sont dans ce milieu-là, mais est-ce que comme sa détermination, certains estiment que oui, c'est un juge qui est très déterminé. Nous savons aussi que le président américain, c'est quelqu'un de excusez-moi du terme, très borné. Quand il a son idée en tête, il veut la mener jusqu'au bout. Est-ce que la détermination seule du juge pourra faire bouger les choses? La détermination du juge ne pourrait forcément pas faire bouger les choses. De toutes les façons, Donald Trump a déjà expulsé les migrants sous cette loi. Donc, cette intervention du juge s'inscrit plutôt dans une logique de clarification des choses. Qui ne devrait pas le faire. Voilà, justement, de clarification des choses et d'empêcher Donald Trump de se baser sur l'avenir, sur des lois de cette nature pour expulser des migrants ou pour prendre toute autre décision. C'est d'attirer l'attention du gouvernement américain sur le fait que les lois donnent bien sûr lieu à des interprétations données, mais que l'on ne peut se permettre d'interpréter la loi dans le sens de ses intérêts à l'endroit de certaines questions. Et je pense que c'est justement dans cette logique que s'inscrit l'intervention du juge américain. Il n'est pas dans une logique de confrontation directe avec Donald Trump. Mais les textes parlent pour lui. Oui, de clarification, bien sûr. Et le système américain est tellement organisé dans ce sens que le juge peut donner son avis et cela, compte tenu de son statut, peut amener bien sûr d'autres juridictions à s'intéresser à la question et à limiter le président Donald Trump dans son interprétation des tests pour servir des intérêts qui ne vont pas forcément dans le bon sens selon les juges ou selon Donald Trump. Alors, le comportement de Donald Trump ne met-il pas à mal aujourd'hui les fondamentaux même de la Constitution américaine? Jusque-là, la Constitution américaine n'est pas encore ébranlée parce que les Américains tiennent vraiment à leur Constitution. Et puis, jusqu'à ce que l'on arrive à une question de Constitution, c'est très difficile aux États-Unis d'Amérique. Tout ce que Donald Trump fait aujourd'hui s'inscrit dans une logique donnée, une logique sur laquelle Donald Trump mise. Et cette logique, c'est la manière dont les Américains se perçoivent eux-mêmes vis-à-vis du reste du monde. Les Américains, dans leur culture, la naissance même des États-Unis d'Amérique est partie sur la base que ce sont des éclaireurs, ce sont ceux qui apportent la lumière au monde, ce sont des personnes, ils doivent être toujours à la tête. Et c'est quelque chose qui a été suffisamment cultivé au niveau des Américains. Et aujourd'hui, Donald Trump se retrouve dans une situation où il mise davantage sur la grandeur de l'Amérique, quoi qu'il arrive. S'il faut, bien sûr, remettre en cause un certain nombre de partenariats, d'accords. Et il le fait déjà. Et puis, on ne constate pas une certaine contestation populaire vis-à-vis des Américains. Le mandat de Joe Biden a été assez mou. C'est pas moi qui le dis. C'est bien sûr la plupart des Américains qui n'ont pas ressenti cette énergie. Vous voulez dire que les Américains aiment le sensationnel? C'est ça, ils aiment que ça aille vite, que ça bouge, qu'on ne sente pas que le pays est en train de dormir ou somnoler. C'est ça l'Américain. C'est dans sa nature d'être dans un pragmatisme, toujours dans l'énergie. Et donc si les Américains, il arrive une situation où l'Amérique n'est pas en position de force par rapport à tout le reste du monde, c'est quelque chose qui commence à poser déjà problème aux Américains parce que ce n'est pas une question de loi ou du gouvernement qui est en place, mais c'est une question d'idéologie, de perception des Américains vis-à-vis d'eux-mêmes par rapport au reste du monde. Alors, l'administration Trump a décidé de mettre fin au statut légal de plus de 500 000 étrangers, à majorité des latinos. Alors, quand on sait quand même que c'est le vote latino qu'il a quand même mis là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de payer cher, comme dirait l'autre, leurs bêtises? Non, est-ce qu'il faut dire... Il faut savoir de quels latinos on parle. Quels sont les latinos qui vivent cette situation? Vous savez, même au sein des communautés présentes aux États-Unis,
que ce soit les latinos ou toute autre forme de nationalité, parce que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est un melting pot, voilà. Il y a même au sein de ces latinos... certains qui estiment qu'ils ont droit d'être là et pas d'autres, oui, ça? Bien sûr. Et puis cela se manifeste constamment, ce qui a justifié ce vote fort des latinos à l'endroit. Ils pensent qu'il faut purger le mot est un peu fort, mais qu'il faut arranger les choses à l'intérieur même de ces latinos au niveau d'autres communautés. Et c'est justement ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui. Donc ce n'est pas qu'il est en train d'aller à l'encontre de son électorat, en fait, ceux qui lui ont permis d'être là, mais au contraire, il s'inscrit pleinement dans la logique de servir les intérêts de ces personnes, parce qu'il faut savoir que tous les latinos n'ont pas forcément voté pour Donald Trump. La majorité quand même en ont voté. Et mais c'est le vote latino qu'il a élu quand même, lorsqu'on regarde un peu les résultats. Oui, est-ce que c'est seulement ça qu'il a élu? Ça fait partie, ça a contribué, parce que le vote populaire a été assez énorme de tous les côtés, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce pourquoi on l'a élu, il n'y a pas... Vous ne verrez pas de contestation venant du monde latino, hein, par rapport à cette réaction ou à ces décisions du président Donald Trump. C'est parce qu'ils sont tout à fait à l'aise. Oui, alors certains se posent la question aujourd'hui de savoir est-ce que Donald Trump est le président des Américains ou alors il est le président de ses soutiens. Parce que jusqu'à là, depuis sa prise du service, depuis son entrée à la Maison-Blanche, on constate qu'il est toujours en train de surfer sur la vague de ses soutiens, c'est-à-dire que sur les préoccupations de ses soutiens. Oh, est-ce que ce sont les préoccupations? Les préoccupations de ces soutiens. Qui sont ces soutiens-là d'abord? Il faut commencer à savoir. Les préoccupations de ces soutiens sont les préoccupations des Américains en général. C'est pourquoi il a bien sûr été élu en tant que président de toute l'Amérique. Et puis, il a... je vous rappelle qu'il a été élu... par le biais du vote populaire, un vote populaire assez conséquent. Si l'on se retrouvait dans une situation où le jeu s'est joué au niveau des grands électeurs, on peut se dire que Donald Trump aujourd'hui est en train d'agir dans l'intérêt beaucoup plus de ses soutiens, de ses plus proches soutiens. Mais le vote populaire a été largement gagné par Donald Trump, ce qui lui donne le feu vert d'agir comme il veut, voilà, comme bon lui semble. Hein. Pas comme bon lui semble, mais d'agir dans le sens des raisons pour lesquelles il a été élu. Et je pense que c'est ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui. Et les Américains n'ont pas encore manifesté une quelconque désolation, une manifestation, une protestation vis-à-vis de ces décisions. Quand même, on ne l'observe pas comme cela se doit. Vous allez même constater quelque chose, c'est que les démocrates sont complètement silencieux. Jusque-là, on ne voit pas... Peut-être le moment n'est pas encore venu d'intervenir. Oui, c'est justement parce que le cadre ne leur est pas encore favorable. Il faudrait que les Américains se lèvent et disent que, bon, voilà, Donald Trump assez pour que les démocrates trouvent le moyen de se remettre en scène. Mais jusque-là, les Américains cautionnent ce qui est en train de se faire. Et donc, il n'y a pas de raison de continuer à remettre en cause les décisions de Donald Trump vis-à-vis par rapport à certaines questions. Alors, pour sortir de ce sujet américain cet après-midi, que devient le Have a Dream de Martin Luther King? Parce que certains commencent par se poser des questions. Les États-Unis, qui étaient une terre d'opportunités, une terre de rêve, deviennent aujourd'hui une terre de cauchemar. Y compris pour les Américains même, pas seulement les expatriés. Oh, une terre de cauchemar, je ne pense pas du tout. Vous savez, le monde a évolué depuis I Have a Dream. Et aujourd'hui, l'Amérique ou les États-Unis d'Amérique se retrouvent dans une posture où ils ont été suffisamment challengés pour ce qui est des contraintes aussi bien climatiques, des contraintes économiques. Le pouvoir d'achat des Américains a baissé. Le chômage également s'est suffisamment manifesté, ce qui a fait que désormais il faut rapidement
trouver de grandes solutions et régler définitivement la question. Et c'est justement dans cette logique que le président Donald Trump est arrivé. Redonner le pouvoir d'achat. L'inflation a grimpé suffisamment. Et comme vous l'avez si bien dit, les Américains même souffrent de cette situation, en dehors de ceux qui sont venus d'ailleurs. Et la ligne du président Donald Trump aujourd'hui, c'est de pouvoir redonner aux Américains ce pouvoir d'achat, c'est de pouvoir redonner à l'Amérique ce prestige sur la scène internationale. Et cela passe notamment par les actions que le président Donald Trump est en train de mener aujourd'hui. Ce n'est pas une menace pour le rêve américain, ce n'est pas une menace pour les personnes qui décident de venir en Amérique parce que l'Amérique serait devenue le sauveur de toutes les situations, mais c'est une situation temporaire qu'il faudra complètement résoudre pour permettre à l'Amérique de renaître normalement de ses cendres et d'être cette Amérique assez prestigieuse qui résout les difficultés, qui résout les conflits et qui est assez agréable à vivre. Et Donald Trump, je pense que c'est dans cette logique. L'Amérique aujourd'hui fait partie des États où le taux de criminalité est suffisamment élevé. Et il faut résoudre ce taux de criminalité. Et ceci passe par le contrôle des personnes qui entrent sur le territoire. Ce sont les migrants illégaux qui représentent le problème selon Donald Trump. Mais des gens continuent de migrer aux États-Unis d'Amérique et d'agir comme cela se doit. Agir comme cela se doit, c'est le cas désormais du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine qui ont décidé de renforcer leur coopération, ces trois géants de l'Asie. Alors, dites-moi un peu, le Japon, la Corée et la Chine veulent désormais entamer et entonner le même là en matière de coopération. Oui, c'est quelque chose qui a commencé déjà depuis longtemps. Et il y avait déjà eu, je pense, 2023-2022, la rencontre entre les trois chefs d'État de ces trois pays. Voilà, de ces trois pays. Et ils s'inscrivent dans une logique de coopération trilatérale parce que ce sont des États majeurs de l'Asie du Sud-Est. Donc, et aujourd'hui, pourquoi encore cette réaffirmation de la collaboration, de la coopération de ces trois États? C'est parce que les choses changent drastiquement sur la scène internationale. Et puis, avec l'arrivée du président Donald Trump, qui, du jour au lendemain, peut imposer des taxes d'une certaine valeur à l'endroit de tous les pays. Donc, vous êtes d'avis avec ceux qui estiment que ce rapprochement qui, comme vous le dites, n'est pas peut-être pas soudain, de ces trois grands de l'Asie du Sud-Est est juste un rapprochement commercial, histoire de ne pas succomber face à la machine américaine. Non, pas succomber seulement face à la machine américaine, mais pas succomber face à tout ce qui se déroule aujourd'hui sur la scène internationale. Il y a la Russie et les États-Unis qui se retrouvent dans une alliance assez intéressante aujourd'hui. Il y a la question des États-Unis et l'Europe, dont la relation n'est plus ce qu'elle doit être, et les États européens en souffrent énormément. Et face à tout ce comportement des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, l'Asie également doit pouvoir prendre ses dispositions et réorienter tout ce qui est politique, économique et de coopération, bien sûr, sous divers angles, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, mais surtout sur le plan économique, et ce, dans une logique d'influence surtout de la Chine, hein. Parce que la Chine trouve que c'est le moyen, l'opportunité à saisir pour étendre son influence, bien sûr, à l'endroit de tous ces autres pays de l'Asie du Sud-Est. Et je pense que la Chine est pleinement dans ce rôle quand on voit que les États-Unis semblent déserter le terrain. Alors justement, c'est vous, l'analyste géopolitique cet après-midi, lorsque ces trois pays décident désormais de parler le même là en matière de coopération, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que ce sera un bouleversement des relations au niveau de l'Asie du Sud-Est vis-à-vis des États-Unis et de certains pays, ou alors la Chine est en train d'implanter son hégémonie petit à petit? Non, je ne pense pas que, pour ce qui est je ne parlerai pas d'hégémonie de la Chine, mais
une sphère d'influence. Ça, c'est clair, c'est évident. La Chine le fait un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il faut dire que le Japon, la Corée du Sud sont des acteurs majeurs du projet des routes de la soie. Et donc, il faut toujours maintenir cette coopération avec ces États, ces partenaires. En dehors de cela, il y a la question de la crise sécuritaire dans cette zone, liée premièrement à la question de Taïwan qui n'est pas réglée, et la Corée du Nord qui de plus en plus se prononce et semble faire craindre la Corée du Sud et le Japon aussi, bien sûr. Donc ces deux États, la Corée du Sud et le Japon, se retrouvent dans une dynamique où ils doivent s'ériger en acteurs de paix et de sécurité en Asie du Sud-Est par rapport à la menace de la Corée du Nord, et qui voit concrètement pour calmer les ardeurs nord-coréennes si ce n'est pas la Chine. Donc, c'est dans ce jeu-là que s'inscrit cette coopération entre ces trois États, l'aspect sécuritaire, l'aspect d'influence de la Chine et bien sûr les échanges économiques. Alors pour sortir et pour mettre un terme à notre émission de cet après-midi, croyez-vous que cette fatwa commerciale et douanière lancée par Donald Trump pourrait faire perdre aux États-Unis quand même une certaine place dans cette partie du monde qu'on sait très disputée? Non, je ne dirais pas que sur le court terme, peut-être sur le long terme, si cela continue comme ça. Mais vous savez, Donald Trump n'est là que pour 4 années, et puis on ne sait pas ce qui va se passer justement après lui. Donc, sur le court terme, sous le mandat de Donald Trump, ces actions entreprises ne vont pas drastiquement remettre en cause l'influence des États-Unis, bien sûr sur le plan économique avec ces États d'Asie du Sud-Est, non pas du tout. Je pense plutôt que ce que l'on va constater, l'avantage serait plutôt du côté de ces pays-là qui désormais vont profiter de la conjoncture pour savoir qu'ils ne sont pas à l'abri d'une quelconque menace, que cela vienne des États-Unis d'Amérique, que cela vienne de l'Europe, de développer leur capacité de résilience par rapport à toute velléité de nature économique venant de l'extérieur. Et donc je pense que c'est dans cette logique que s'inscrivent ces pays, la Chine, la Corée du Sud et le Japon vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. C'est l'avantage que tirent fondamentalement ces pays de la situation qui se déroule. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis, il faut savoir que les États-Unis échangent suffisamment avec le Japon et bien sûr avec la Corée du Sud également. Aujourd'hui, la stratégie ne serait pas de se rapprocher de la Chine et de mettre de côté les États-Unis. Carrément, ça ne sera pas ça du tout. Les États-Unis seront bien présents au Japon, au niveau de la Corée du Sud, et ce dans un but, dans une visée de maîtriser l'influence chinoise dans la zone. Donc ça sera un jeu très dynamique, mais en même temps très silencieux entre la Chine de Xi Jinping et les États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Voilà, c'est avec cette intervention de l'analyste géopolitique Martial Akouté que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 24 mars 2025. Toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir suivis. Préférez toujours ESAR Télévision pour décrypter l'actualité internationale. Au revoir, bye bye et à lundi prochain.